Bonjour, je m'appelle Jenna et vous écoutez Nos Voix Trans. J'ai rencontré Clara par hasard il y a quelques jours et c'est encore une situation particulière qui m'a incité à bousculer le calendrier des publications du podcast. Mes chers invités qui devaient patienter encore un peu pour vous entendre ici, j'espère que vous comprendrez pourquoi. J'ai invité Clara parce qu'elle vient de rendre public un sujet de recherche passionnant appelé transbiome. Bien sûr, je vais la laisser expliquer ce que c'est dans l'épisode. Bonne écoute. Merci Clara d'être là. Merci de m'avoir invité. On va commencer directement avec des questions un peu personnelles. Et la première, c'est comment est-ce que tu as entendu parler de transidentité la première fois ? C'est une bonne question. La première fois, je pense pas en avoir entendu parler en fait. La première fois, c'est parce que je suis allé chercher sur Internet des informations parce que je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Ouais. Et je suis tombé sur des sites assez dégueulasses à l'époque. C'était il y a 15 ans. Tu veux dire plutôt porno ou transphobie ? Ou les deux ? Plutôt transphobie, vraiment du genre à des sites de conseils qui se présentaient comme des sites de conseils, des sites d'entraide, Ouais. et qui disaient grosso modo tu mourras à 35 ans d'un cancer, tu seras forcément à la rue, rejeté par tout le monde, tu n'auras jamais d'enfant. Enfin, tous les trucs les plus avec tout un tas de clichés un peu horribles. Ouais. Ça m'avait pas mal calmé à l'époque, quoi. Oui. Comment t'es passé de ces infos-là à la possibilité de la transidentité pour toi ? J'ai beaucoup profité j'ai continué à faire des recherches un peu tout le temps, régulièrement, une fois de temps en temps, de mes 15 ans à mes 26, 27 ans. Puis simplement, les choses ont changé grâce aux actions de beaucoup de personnes. Et le discours qu'on trouve a changé. Moi, j'ai évolué aussi de mon côté dans le sens où la pression s'est fait plus importante. Je me suis rendu compte avec le temps et au fil des événements de la vie qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose, quoi. Ouais. Et aussi le discours dans les médias, enfin déjà l'existence d'un discours dans les médias, et puis sur Internet a changé, quoi. Et ça m'a beaucoup aidé. Le fait que ça soit plus ce discours d'origine qu'on retrouve partout, ou en tout cas dans les rares endroits où j'avais regardé, mais qui est des chemins de transition plus accessibles, quoi. Autant mentaux que physiques, quoi. Comment ça s'est passé d'en parler autour de toi ? C'est assez rigolo parce que je pense que ça, c'est une expérience qui est partagée par beaucoup de personnes trans. Mais, mais alors, mon père n'a pas dit ça, mais ma mère et mes sœurs ont dit oh là là, mais on n'a rien vu venir. Depuis quand comment c'est possible alors que, bon, quand j'avais 11 ans, je disais que j'étais lesbienne. Mais, mais à part ça, bon, elles n'ont rien vu venir. Mais je pense que ça, c'est typique. Je lisais encore un truc un peu horrible là, d'une jeune femme trans qui se fait harceler par sa mère en ce moment. Et un des gros arguments de sa mère, c'est il n'y a jamais eu aucun signe. Alors que bon, les signes, si on les cherche, ils y sont, quoi. Quand on les nie, il n'y en a aucun. Quand on les nie, il n'y en a aucun, exactement. Est-ce que tu veux parler de tes transitions ? Ah ouais, je peux, tout à fait. Ouais. Je pense que là, c'est pareil. Je pense que je suis passé par des stades assez classiques pour beaucoup de femmes trans. Au début de ma transition, quand j'ai commencé à comprendre que j'allais transitionner, je me suis pris évidemment de suite toute la misogynie et la transmisogynie dans la tête assez frontalement, alors qu'avant c'était plutôt diffus. Et du coup, je me suis pas mal renfermé sur une forme pas de féminité extrême, mais en tout cas une plus marquée de féminité, alors qu'à la base, je suis plutôt non-binaire. Je pense que le début, ça a été assez. Ça me ressemblait pas trop au début, mais ça ressemblait à. J'étais quand même. Bon, je me défendais quand même, parce que j'ai jamais démordu du fait que j'étais non-binaire, mais
Mais disons qu'au début, je marquais beaucoup plus la féminité, quoi. Ouais. Alors que maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Mais, mais ouais, non, la première étape, je pense que bah, ça a été les hormones. La toute première étape, ça a été une psychothérapeute de confiance, quelqu'un avec qui j'avais envie de parler, quoi, parce que j'avais envie de débroussailler un peu tout ça, de me pencher vraiment sérieusement, frontalement sur le problème avec quelqu'un. Et j'ai eu la chance de rencontrer sur un forum une psychothérapeute qui était trans elle-même, qui est une personne absolument géniale, avec qui le courant est très bien passé et avec qui on a pu beaucoup travailler pendant longtemps, pendant au moins 6 mois, quoi, jusqu'à ce que moi j'avais besoin d'être absolument sûr de tout ce que je voulais faire. Donc avant de commencer quoi que ce soit, il fallait que je sois sûr à 100% et donc il fallait que j'ai vraiment tout exploré, quoi. Et donc après avoir exploré de fond en comble mes sentiments sur chaque partie des traitements, sur chaque partie de la transition, que j'étais bien sûr de là où je voulais aller, j'ai commencé un traitement hormonal. Et ensuite, c'est allé assez vite. Donc j'avais 27 ans. J'ai commencé un traitement hormonal en 2015. Et j'ai pris rendez-vous pour une opération de chirurgie génitale en 2016. Du coup, j'ai été opéré l'année d'après. Et j'ai transitionné. En fait, pour moi, étant non-binaire, la transition sociale était assez peu importante pour moi. C'est-à-dire que moi, je m'étais toujours. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai aussi bien tenu jusqu'à mes 27 ans. C'était que j'en avais un peu rien à faire qu'on me voit comme une femme, quoi. Tant que t'étais pas genré comme un homme, c'est ça? Alors, c'était plus facile si j'étais pas genré comme un homme, Ouais, mais j'avais pas non plus. En fait, je performe le genre masculin avec pas mal de plaisir. d'accord. D'ailleurs, il m'arrive même maintenant, alors, de temps en temps, de me travestir pour rigoler. Donc, j'ai, non, le genre masculin, c'est une subversion, mais ça m'amuse beaucoup, quoi. Donc, j'étais plutôt à l'aise. J'étais avec une meuf hétéro, mais qui était un peu queer sur les bords, et on s'entendait très, très bien. Pour moi, en tout cas, moi, ma transition, c'était avant tout, pour moi, c'était une question physique, quoi. C'est qu'il y avait un truc avec mon corps euh, et c'était pas du tout, ça partait pas du tout de quelque chose d'essentialiste, dans le sens où je me serais dit que pour être une femme, il fallait avoir un corps d'une certaine façon. C'était pas du tout le cas. C'était juste que moi, personnellement, dans mon parcours, j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui clochait avec mon corps, quoi. J'étais très contente d'être un mec, mais il y avait un truc qui clochait avec mon corps, quoi. Et en travaillant un peu dans le détail avec du coup ma psychothérapeute et puis moi-même, parce que bon, j'avais fini par avoir des indices depuis le temps, quoi. Je me suis rendu compte que ce dont j'avais besoin, c'était une transition médicale, quoi. Et les hormones m'ont fait un bien fou. Donc, je savais que j'allais dans la bonne direction. Ensuite, j'ai fait l'opération chirurgicale. Et là, c'est vrai que le jour où on m'a déballé, comme je dirais, parce que je pense que tout le monde sait déjà ça, mais qu'après l'opération, on a une gaine autour des parties génitales, quoi. Et enfin, j'étais allé chez Chetaout, donc en Thaïlande, et le jour où on m'a déballé, j'ai compris que j'avais fait le bon choix parce que tout d'un coup, je sais pas, ça a cliqué direct, quoi. J'étais en mode genre, ah oui, C'était ça. en fait, c'était ça, quoi. Genre, et alors, c'est marrant parce que mon pénis m'a jamais trigger. J'ai jamais eu de problème avec. Je l'utilisais avec grand plaisir, etc. Mais le jour où j'en ai plus eu, eh ben putain, c'était un truc de fou, quoi. Je me suis dit, merde. j'ai- Donc moi, c'était vraiment, moi personnellement, c'est mon vécu, hein, vraiment, c'est pas du tout un truc qui est généralisable, je pense. Mes copines ne sont pas du tout pareilles. Mais moi, mon vécu, c'était vraiment physique, quoi. Il y avait un truc physiquement. Et du coup, j'ai fait ça. Puis ensuite, il y a eu une transition qui s'est faite sociale un peu, parce que je passais plus trop. J'étais à un stade où je passais plus en tant que mec, mais je passais pas non plus en tant que meuf. Et moi, je suis pas du tout maquillage ou etc. Donc,
si je passe pas au réveil avec la gueule de bois, ça me va pas, quoi. Il faut que je passe tout le temps, quoi. Donc, pour éviter d'avoir des soucis, quoi. Oui. Du coup, comme je commençais à me faire emmerder, j'ai commencé à réfléchir au passing. Et j'ai fait une opération en 2017 du visage avec le docteur Lachiver à Paris, donc une féminisation faciale. Et c'était très subtil, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin, quoi. Ouais. Et depuis, j'ai plus de soucis du tout, quoi. Enfin, alors que j'étais mal à l'aise parce que j'avais quand même pas mal de regards dans la rue avant la féminisation faciale, quoi. Après, j'ai plus rien eu du tout, quoi. Et depuis, j'ai complètement oublié. Alors à part dans mon travail, mais parce que et dans mon boulot militant, quoi. Mais sinon, j'avoue que le fait que je sois trans, j'ai tendance à l'oublier parce que c'est une page qui s'est tournée, quoi. Ouais. Personne enfin à part dans le cadre de mon travail, comme je disais, personne me fait de remarques et j'ai pas de problème relationnel vis-à-vis de ça, donc. Je trouve ça intéressant que tu parles finalement beaucoup plus d'euphorie que de dysphorie. Ouais. C'est vrai que moi, c'est plus une question d'euphorie que de dysphorie, c'est vrai. Et la quête de l'invisibilité, ce que tu cherchais sur le visage, etc. Voilà, je trouve ça intéressant aussi. Ouais, sur l'invisibilité, enfin, moi, en fait, on va en parler, mais moi, j'ai un boulot militant où j'ai mis le militantisme au cœur de ma vie, sous un format très différent d'autres militantismes qu'on peut voir d'habitude, mais qui est un format, je pense, qui est valide. Mais en revanche, j'ai pas eu le courage. Je pense que c'est pas grave ou quoi que ce soit de pas faire d'opération, quoi. Pour moi, il fallait que je sois invisible, quoi. Il fallait que je sois invisible au maximum parce que il fallait que je sois fallait que j'ai un 6 passing, quoi. Ouais. Parce que j'ai trop peur. Je trouve ça aussi très intéressant que là où tu places le courage, c'est le choix de ne pas se faire opérer. Parce que finalement, il y a aussi un courage à aller dans la direction chirurgicale. Ah oui, oui. Euh, ouais, je sais pas. Moi, je trouve que moi, j'aurais aimé si la société avait été différente ou en tout cas si j'avais eu le courage. Moi, j'aurais aimé ne pas la faire cette opération. C'est pas une opération que j'ai faite pour me faire plaisir à moi. Ouais, Parce que moi, j'aimais bien ma tête avant l'opération de féminisation faciale et j'avais pas de problème avec. d'accord. C'est une opération que j'ai faite parce que vraiment, je voulais être sûr de pas me faire emmerder, quoi. Ok. Tu Donc, regrettes pas pour autant. et je la regrette pas pour autant parce que je me kiffe tout autant qu'avant Très bien. quand je me regarde dans le miroir. Donc, il y a pas eu, il y a pas, par contre, il y a pas eu de truc où je me suis dit merde, Qu'est-ce que je maintenant fais je là? m'aime plus, quoi. Non, non, Ouais. je me kiffais avant, je me kiffe après. Mais c'est une opération que j'ai fait pour des raisons sociales d'oppression, quoi. Quand je parle de trucs trop personnels, je garde pas au montage pour info. Mais j'ai enfin une date d'opération pour mon visage en octobre. Et du coup, la Nice. façon dont on parle m'intéresse beaucoup parce que je me reconnais là-dedans. Ouais, ben, Est-ce que tu veux des enfants? ah oui, j'aimerais beaucoup des enfants. Et j'ai même fait conserver ma fertilité, mon sperme en Belgique en 2015. Ouais. Euh, Là encore, c'était pas quelque chose qui. Je me suis pris d'ailleurs, remarque en passant, je me suis pris pas mal de transphobie de la part de personnes trans à l'époque à ce sujet-là. Parce que j'avais fait un guide sur comment faire quoi quand on est dans une petite pièce euh, de 3 mètres carrés avec des journaux porno qu'on n'a pas envie de lire et une petite bouteille à remplir quoi. Et je me suis pris pas mal de transphobie et en fait la transphobie elle était vachement sur le fait que il y a même une meuf trans, ça m'a choqué, qui a dit on devrait pas pouvoir avoir d'enfants quoi. Et j'ai trouvé ça terrible. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que pas pour moi, mais ça m'a fait beaucoup de peine pour elle parce que je me suis dit mais enfin, la transphobie intériorisée, elle est incroyable, quoi. Ouais. Bien sûr que si, il faut qu'on ait des enfants, et si on en a envie, évidemment. Il faut pas hésiter, quoi. Donc moi j'ai fait conserver ça avec grand plaisir. Il faut que je paye régulièrement tous les ans pour voilà. Pour l'instant, j'ai plus de copines, donc
Donc, c'est pas à l'ordre du jour prochainement. Mais la personne avec qui j'étais pendant 9 ans, on s'est séparés pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ma transidentité. Et c'est ma meilleure amie maintenant, donc on n'est pas du tout, on est en très très bon terme. Mais simplement, elle voulait pas d'enfant déjà, en fait. Je pourrais commencer par là. Donc c'était une des raisons qui ont fait qu'on s'est séparés, ouais, c'est qu'elle voulait pas d'enfant. Et ouais, j'espère que je vais trouver quelqu'un et que j'en aurai un jour. Pareil. Je suis très curieuse, qu'est-ce qu'il y avait dans ce guide? Parce qu'en fait, à l'époque, je sais pas si ça a changé à l'heure actuelle, je crois que c'est toujours un peu compliqué. Le SECOS acceptait pas forcément les enregistrements, enfin les sauvegardes de sperme pour les personnes trans. Ça s'assouplit épisodiquement, Ouais. mais c'est... Ouais. Du coup, j'avais essayé le SECOS. La nana que j'avais eue au téléphone, très gentille, m'avait dit pourquoi vous voulez faire ça? Vous êtes une femme, pourquoi vous voudriez conserver quelque chose de masculin? J'étais là, genre, waouh, elle n'a rien compris. Mais bon, mais du coup, j'avais essayé un peu, puis j'avais laissé tomber. J'étais allé du côté de la Belgique parce que là, je savais que c'était facile. Et j'avais expliqué donc le nombre de voyages qu'il fallait faire pour la préservation, comment ça se déroulait quand on arrivait pour voir les bonnes personnes, quelles étaient les étapes, quoi, et puis les tests qu'on devait faire. Et aussi, bah, comme je disais, quand on est avec sa petite bouteille, bon, bah, moi, j'avais amené de la musique. De quoi m'isoler parce que dans cette petite pièce on entendait tout. Alors se concentrer c'était un peu compliqué. On entendait genre les secrétaires à côté, les médecins qui passaient et tout. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs comme ça sur internet avant de changer de boulot carrément, mais des petits guides comme ça j'en ai fait plein. Je crois que j'aurais bien aimé voir ton guide avant ma conservation. Je suis allée à Bruxelles aussi. Ah ouais. Ouais. il, Bon, ça s'est bien passé, mais... il était sur TXY, mais c'est un forum trans, mais je crois que TXY Ouais. n'existe plus. J'ai voulu regarder récemment. Le Ah, forum a disparu, je d'accord. crois. Ouais. Bon, ça- Donc mon poste a disparu aussi. Un vrai souci, les disparitions des forums trans. Le forum Transidentité a disparu aussi, qui étaient deux forums, TXY et surtout Transidentité, de mon point de vue. C'était des forums qui avaient une base de connaissances dessus qu'on a complètement perdu, quoi. Et c'était des connaissances qu'on avait construites en tant que communauté. Donc, C'est une des motivations de la création de ce ouais. podcast, d'essayer de transmettre une histoire, tant qu'on peut, en fait. Et puis j'ai vu des gens qui ont essayé d'aspirer les contenus. Alors pas sur ces deux forums-là, mais il y avait aussi une mailing list qui avait été très active notamment sur la science des traitements hormonaux. Ouais. Et qui était sur Yahoo, je crois, et Yahoo a fermé. Et je crois que ce genre de contenus ont été sauvegardés. Maintenant, il faut trouver comment est-ce qu'on arrive à les exploiter, à les rendre accessibles. Mm. S'ils ont été sauvegardés, ouais, ça serait génial. Moi, j'ai tenté de créer un nouveau forum là, il y a quelques années. Ouais. Parce que je sais que si je suis administratrice, il disparaîtra jamais, quoi. Parce que ça m'importe beaucoup trop que. Alors, je m'en occupe quasiment pas en ce moment. Mais au moins, il est là et les infos qui sont dessus, elles restent là, quoi. Euh, Et ben, j'ai découvert un forum hier qui a été créé apparemment il y a quelques mois, quelques années, qui s'appelle Le Monde de Thé. Ah oui, Et voilà, qui a l'air d'être une base de connaissances assez intéressante où les ouais, gens j'y commencent suis à jamais allé, partager mais beaucoup de le choses. nom, je vois, ouais. On mettra le lien Mm. dans les notes de l'épisode. Est-ce que ton orientation a changé, sexuelle ou sentimentale? Alors, dans ma phase où j'étais à mort sur la féminité, et je ne saurais pas, je pense, je ne saurais pas dire si c'est parce que du début de ma transition, j'étais à mort sur la féminité, que ça s'est passé comme ça, ou si ça s'est passé comme ça et que du coup j'ai été à mort sur la féminité. Enfin, je sais pas si c'est un peu l'œuf ou la poule, mais je suis tombé amoureuse d'un mec Oui. pour la première fois de ma vie et ça m'est jamais re-arrivé depuis. Mais c'était un ami d'enfance et je pense que j'en étais tombé amoureuse quand j'avais 15 ans. Je m'en étais juste pas rendu compte à l'époque. C'était mon meilleur ami et j'étais un peu dans le déni, je pense. Et puis c'est difficile l'amour. Enfin,
quand on aime énormément quelqu'un d'amitié, des fois, la frontière, elle peut être fine. Ça dépend des. Complètement flou. Je pense que entre deux hommes, deux personnes perçues comme hommes, qui étaient tous les deux incapables d'assumer le poids de l'homophobie contre les mecs, on s'était de toute façon, quand on était ado, interdit que quoi que ce soit se produise. Quand j'ai transitionné, ça a débloqué des trucs. En tout cas, moi, ça a débloqué plein de trucs. Et bon, j'ai réalisé que j'étais amoureuse de lui. Et du coup, c'était compliqué parce que c'était des sentiments qui étaient très vieux, qui étaient très profonds. Et ça a accompagné ma transition. Mon adolescence avait été indissociable de ce mec en question, qui s'appelle Pierre. Et au final, ma transition a été indissociable aussi alors, à l'heure actuelle, c'est juste un pote éloigné, un ami. Enfin, ça reste une personne très chère, mais je lui parle quasiment jamais, quoi. Mais il a été fondamental dans mon adolescence et dans ma transition, bizarrement. Et c'est la seule fois où j'étais amoureuse d'un mec. Et du coup, je sais que je peux tomber amoureuse d'un mec et que je peux avoir des fantasmes ou des projections ou des désirs envers des hommes. J'ai découvert d'ailleurs le désir avec lui avant ma transition. Avec ma transition, est-ce que c'était lui ou est-ce que c'était ma transition? Je ne sais pas du coup. J'ai découvert le désir avec ma transition. Le fait de brûler pour quelqu'un, c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant ma transition. Avant ma transition, je connaissais juste l'excitation physique, sexuelle, quoi, et l'intérêt, l'amour pour quelqu'un, mais je connaissais pas le désir. Et ça, c'est un truc. Alors, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est ma transition? Dans quel sens ça s'est fait? Je sais pas, quoi. Mais sinon, non, après, j'ai toujours été lesbienne et je suis toujours lesbienne. Voilà. Mais si on est précis, je ne suis pas complètement lesbienne parce que voilà, il y a ça, quoi. Sur Facebook, tu listes que tu es intéressé par les deux. Ouais. Qu'est-ce que c'est ta plus grande fierté personnelle? Ou est-ce que tu as une plus grande fierté personnelle? J'ai probablement une plus grande fierté personnelle. Euh, je pense que j'essaye beaucoup, énormément. Je fais énormément d'efforts pour être une bonne personne. Alors, c'est un terme très relatif, mais. Et de manière générale, je pense que j'ai fait des progrès considérables au fil des années. Et j'en suis assez fier du chemin accompli là-dessus, du chemin accompli sur toutes ces choses faciles, toutes ces façons faciles dont on peut faire du mal aux autres et que je ne fais pas, et tout ce temps que je passe à faire attention aux autres, même si ça se voit pas, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez moi. C'est très touchant, j'aime beaucoup. Tu te considères comme une personne militante? Oui, mais je suis très éloigné de tous mes amis militants en termes de pratique. C'est-à-dire que je fais très peu de manifs. Je bosse très peu sur des actes militants plus classiques comme de la rédaction de contenu, de terrain. Enfin, ça dépend du terrain, remarque, mais mon premier militantisme, c'était l'entraide médicale. Ça a été ça dès le début. Après, pour moi, c'est plus large, hein. C'est féministe en général. D'ailleurs, quand je parlais il y a 5 minutes d'être une meilleure personne, je pense que être une personne plus féministe dans toute la complexité du mot féminisme, je pense que c'est quelque chose qui joue beaucoup, quoi. Mais militantisme, pour moi, en tout cas, dans ma pratique à moi, c'est premièrement essayer d'offrir des solutions aux personnes qui sont dans un besoin, typiquement les personnes trans qui vont chercher des informations sur Internet, ou les femmes qui vont avoir subi des violences. Ça, c'est la première partie. Et puis surtout, moi, mon militantisme, c'est d'avoir fait le choix de changer complètement de carrière et de me rediriger vers des études de médecine dans l'objectif de devenir gynéco-endocrino spécialisé dans les personnes LGBT. Donc ça, c'est un choix de vie total parce que quand j'ai fait ce choix-là, on venait de me proposer un boulot à 4500 net par mois, quoi, dans l'enseignement, donc quelque chose qui me plaisait quand même pas mal.
Et puis j'ai réalisé que ça faisait pas sens pour moi, quoi, parce que typiquement à l'heure actuelle, j'ai toujours un boulot d'enseignement, mais auprès de populations précaires de banlieue, auprès de jeunes femmes pour leur apprendre l'informatique sur des terrains, donc sur le terrain du féminisme avant tout. Et c'est pareil j'ai orienté mes métiers et mes choix de métiers non pas vers ce qui allait augmenter mon confort de vie, mais vers ce qui allait avoir le meilleur impact auprès des populations opprimées, entre guillemets, des minorités, et en particulier auprès des personnes LGBT, parce qu'à l'heure actuelle, une gynéco, enfin, à ma connaissance, une gynéco spécialisée dans les personnes trans sur Paris, il n'y en a pas, quoi. Enfin, donc, moi, quand je suis revenu de Thaïlande, à l'époque, c'était... Par principe, ne révélez jamais le nom de vos praticiens en public pour leur sécurité et pour la nôtre. Merci. Elle était très gentille, mais elle y connaissait rien, quoi. Et c'était la seule femme qui faisait ça pour les personnes trans, la seule gynéco, quoi. Je me suis dit, là, c'est pas possible, ça peut pas durer comme ça, quoi. Parce que, puis surtout, le nombre de. Je suis sorti avec une femme trans il y a quelques temps, qui venait aussi de se faire opérer. Mais on a toutes les mêmes galères. Les galères gynéco, les galères de retouches, les galères de trucs qui se sont mal passés à des endroits bizarres et que personne n'arrive à trouver quoi parce que personne n'est spécialisé. Enfin, des meufs qui vont passer 1 an, 2 ans à faire le tour des médecins sans trouver personne pour les aider parce que personne ne sait de quoi ils retournent, il y en a plein, quoi. Sans même parler des meufs dont l'opération s'est mal passée, notamment quand c'est des chirurgiens qui sont pas super compétents, où là c'est encore un autre problème, quoi. Mais du coup, ouais, les choix ils étaient divers et variés, mais pour moi le plus logique c'était gynéco. Et entre-temps, là, dans mon parcours, je fais de la recherche, donc de la recherche pour les personnes trans. J'ai réussi à lancer une étude sur la flore vaginale des femmes trans. Donc, moi, mon militantisme, il est vraiment dans ce genre d'action-là, quoi. Dans cette recherche-là, quoi. Il est pas. J'arrive pas à. Le boulot comment dire, le boulot théorique. Encore que je m'y mets un peu récemment. Là, j'ai acheté des bouquins intéressants sur le sujet, mais le boulot théorique de construction d'une idéologie derrière, de démontage des arguments, etc., c'est pas un boulot qui me correspond, quoi. T'as déjà un gigantesque engagement militant, on peut pas tout faire non plus, en fait. Ouais, ouais, ouais. Dans combien d'années tu peux ouvrir ton cabinet? Alors, si tout se passe bien, ils m'acceptent à la rentrée, là. Ils acceptent ma passerelle, parce que là, du coup, je viens de faire un master recherche pour pouvoir faire cette étude, entre autres, là. Du coup, je prends une passerelle vers médecine à la rentrée, là. Si tout va bien, ils m'acceptent. Du coup, je suis disponible en interne dans 5 ans. Donc, c'est pas tout de suite. Mais bon, c'est déjà ça. Et donc, à l'hôpital dans 5 ans. Et je peux ouvrir un cabinet privé dans 10 ans. Donc, ouais, c'est un long projet, très long terme. Et peut-être, j'espère que d'ici là, je serai plus la seule à me lancer là-dedans. Mais bon. Oui. Donc, au cas où ce ne serait pas le cas, il y en aura au moins une, quoi. Il faut espérer qu'il y en ait d'autres qui soient déjà sur le chemin. Ouais. Ta plus grande fierté militante? Récemment, en tout cas, c'est. Alors, ça va paraître un peu bizarre ce que je vais dire. Enfin, non, ça va pas paraître bizarre. Je souffre de dépression depuis que j'ai 14 ans et assez sévère, quoi. Ça a été. Alors, ça a duré, ça s'est étalé, etc. Mais récemment, il y a eu plusieurs épisodes vraiment durs liés à des séparations, à des ruptures. Bon, hein. Et en ce moment, vraiment ma grande fierté, c'est d'être sur ce projet donc Transbiome, d'avoir réussi et de réussir à continuer ce projet, à le mener à terme. Ouais, c'est vraiment une fierté parce que c'était pas gagné, quoi. Mais donc je vais peut-être parler un peu du projet. Donc c'est une étude qu'on a montée, que j'ai proposée à un laboratoire de citizen science, c'est-à-dire de sciences participatives, au CRI, au Centre de recherche interdisciplinaire de Paris. Je suis très bien tombé. Je suis tombé sur une équipe de gens queer,
euh, par hasard total. Je me suis retrouvé avec deux mentors, un mec trans non binaire et un mec queer. Et le courant est très bien passé. Évidemment, ils ont adoré l'idée, le concept. Donc, le concept, c'est de. En fait, à l'heure actuelle, la flore vaginale des femmes trans, on ne sait absolument rien dessus, quoi. Il y a 3 études qui ont été faites en 60 ans. Il y en a 2 qui sont d'assez mauvaise qualité. La troisième, elle est trop vieille pour avoir des infos pertinentes. Donc, en fait, on n'a littéralement pas d'informations sur ce qu'il y a dans les vagins des meufs trans, quoi. Et donc, ça, c'est un vrai problème parce que dès qu'on va avoir des déséquilibres de la flore, dès qu'on va avoir des moments où ça va gratter, où il va y avoir une odeur bizarre, ou etc., on ne sait absolument pas quoi faire, quoi. Alors, je pense qu'on en est un peu toutes réduites au même point à aller chercher des probiotiques à la pharmacie et à espérer que ça marche. Mais en m'intéressant au sujet, je me suis rendu compte que alors moi, les probiotiques, parenthèse, généralement ça marche, mais en fait probablement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les probiotiques. Parce que scientifiquement parlant, enfin moi d'après mes recherches, là où j'en suis à l'heure actuelle, je pense que nos flores correspondent plus à des flores de femmes ménopausées ou de femmes prépubères que à des flores de femmes matures, entre guillemets, qui dépendent d'une forte concentration de glycogène. Enfin, je pense que ça n'intéresse personne, donc je rentre pas dans les détails. N'hésite pas à rentrer dans les détails si tu as envie. Ouais, Ouais. bon, pour dire très rapidement, la façon dont le vagin des meufs cis est fait que il y a une production permanente de glycogène, donc de sucre, quoi. Et ce glycogène est relâché dans le vagin et il est consommé par des bactéries, des lactobacilles, donc c'est celles qu'on trouve en pharmacie dans les probiotiques, qui vont le transformer en acide lactique et ça va acidifier le vagin. Un des trucs qu'on retrouve chez les femmes ménopausées ou les femmes prépubères, c'est qu'elles ont des vagins beaucoup moins acides parce qu'il y a très peu de glycogène et donc il n'y a pas de lactobacilles. Et mon hypothèse de recherche à l'heure actuelle dans cette étude, c'est qu'on va avoir des profils de flore vaginale qui vont ressembler à cela. Donc, on va voir ce que ça va donner. Là, on cherche 50 meufs trans. Ça, c'est un peu le truc qui me fait. Alors, je suis contente, on a recruté 28 meufs là. Donc, c'est en bonne voie. Mais c'est le truc qui me faisait le plus peur parce que réussir à toucher, à atteindre au niveau communication une communauté de meufs trans opérées qui sont souvent en dehors du circuit, stealth, qui suivent pas forcément les canaux classiques, ça c'est super difficile, quoi. Donc ça c'est le côté. Bon, il nous en faut encore 22. Donc si, Au moins, si vous écoutez le podcast et que vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas. c'est le but de cet entretien, oui. Mais 50 meufs trans, voilà, et on a un budget de 8 000 euros. Enfin, au total, on a un budget de 10 000 euros. Là, on a lancé une campagne de financement participatif. Alors, c'est quelque chose sur lequel je suis assez ambivalente, dans le sens où, dès le début, un truc que j'ai dit, c'est que je voulais pas que ça soit les meufs trans qui payent pour la recherche, quoi. Et ça, pour moi, c'était le gros risque de lancer une campagne de financement participatif. Et donc, on a fait tout notre possible en amont pour que ça soit bien clair qu'il y avait 2 rôles. Il y avait les alliés d'un côté qui peuvent aider financièrement, et il y avait les meufs trans de l'autre côté qui peuvent participer à la recherche. Mais que c'était bien séparé, quoi. Parce que parce qu'on rentre, enfin, ça n'aurait aucun sens, quoi. Demander à une population qui est précarisée, qu'on essaye d'aider, de payer pour de la recherche dont elle a besoin et qui devrait être gratuite. Enfin, cette recherche, elle devrait être faite gratuitement. C'est déjà abusé qu'on ait besoin de faire une campagne de financement participatif pour payer pour ces recherches-là. C'est pas normal qu'elles soient pas faites. Donc cette campagne, c'est pour compléter le financement du CRI, c'est ça? Alors, le CRI paye mon salaire et il paye le salaire des autres chercheurs. Le CRI a pas vraiment de moyens à part via les clubs. Donc ça c'est un truc qu'on a fait aussi. J'avais créé un club. Ça c'est plus sur l'aspect militant. J'avais créé un club au CRI Knowledge and Minorities, donc une asso en fait. Le CRI c'est un truc international, donc tout est en anglais. Mais c'était une asso et en fait on avait réussi à avoir plein de meufs de tous les coins du CRI qui étaient venus. Et les assos ont des financements, en fait, les assos qui sont au sein du CRI.
Et donc, un truc qu'on avait fait avec cet asso, dont l'objectif était d'augmenter la connaissance sur les minorités, un truc qu'on a fait avec cet asso, c'est de financer une partie du projet. Donc, on a 1 500 € qui viennent de l'asso. Et ensuite, on a nos salaires qui sont payés par le CRI ou par l'université, ça dépend. Il reste 8 000 € qu'il fallait trouver, quoi. C'est pour ça que je suis un peu ambivalente vis-à-vis de cette campagne de financement. Après, c'est cool parce que ça fait du bruit. Ça énerve les TERFs, mais à un niveau mais extraordinaire. Sur Twitter, Toujours dès bonus. qu'on parle de néo-vagins, c'est fini, on les a perdus, quoi. Donc ça m'a fait beaucoup rigoler. C'était un peu dur par moment parce qu'elles sont vraiment ultra violentes, mais en même temps c'était amusant parce que ça les énerve, quoi. Vraiment, l'idée que les meufs trans puissent avoir des vagins, Oui, et là, d'un coup, t'es particulièrement exposé. Moi, c'est aussi un aspect où ça tourne quand même pas mal sur Twitter, notre campagne, Ouais. et je suis en vidéo plusieurs fois dans la campagne, et c'est vrai que c'est le genre de truc. Ça fait partie des trucs sur lesquels je voulais pas à la base être trop visible parce que ça me fait peur. Euh, et donc de ce côté-là aussi, je suis un peu ambivalente en mode bon, enfin où est-ce que ça va? Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de visibilité quand je vois qu'il y a des comptes qui ont 1 million de followers qui retweetent l'étude, ça me fait un peu peur, quoi. Et quand je vois une armée de TERF qui débarque derrière, ça me fait un peu peur. Après, c'est surtout des TERF américaines. Est-ce que dans un Voilà. sens, elle donne de la visibilité à l'étude? Oui, elle donne de la visibilité à l'étude, c'est assez drôle d'ailleurs, il y en a qui retweetent, mais bon, mais c'est assez violent, enfin, j'ai pas envie de trigger qui que ce soit, donc je rentre pas dans les détails, mais leurs propos sont vraiment, enfin, là pour le coup, il faut bien s'accrocher, quoi. Ouais. Question paradoxale à la suite, du coup. Est-ce que militer te rend heureuse? C'est compliqué parce que, enfin, non, je peux pas dire que militer me rend heureuse. Je suis satisfaite de le faire. Je le ferai pas différemment. Mais il n'y a rien dans le militantisme qui me rend heureux. Si, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a le contact quand même avec d'autres personnes militantes. Ça, c'est une partie qui est vraiment plaisante. C'est une façon de se retrouver aussi. Et puis, il y a la fierté d'avoir choisi ce projet de vie, qui est un boulot qui me donne vraiment envie, quoi, qui me donne envie de me lever le matin. Donc ça, c'est. Voilà. Alors, je sais pas si ça me rend heureuse, mais en tout cas, ça me donne vraiment envie de me lever le matin, quoi. Donc, c'est déjà bien. C'est déjà une victoire. Ouais. Comment est composé ton réseau de soutien? Est-ce qu'il y a des assos, des amis, la famille? J'ai des amis proches, on va dire, très bienveillants. Après, de soutien, je suis une personne assez solitaire, donc je m'en rends compte, c'est pas, je tiens quand même pas mal les gens à distance, quoi. Donc, je sais pas si j'ai vraiment un réseau de soutien. C'est pas que les gens veulent pas. Euh, j'ai des amis qui sont merveilleux et d'un peu tous les coins. Mais simplement, ouais, je suis quelqu'un d'assez solitaire. À la fin de la journée, je rentre chez moi et je joue aux jeux vidéo, quoi. Toute seule. Très bien. J'allais demander comment est-ce que tu prends soin de toi, qu'est-ce qui te fait plaisir, mais je... Ben, voilà. Ce qui me fait plaisir de manière générale, là, je suis contente, j'ai un peu plus d'argent parce que bon, c'est quand même un peu la précarité, les études. Euh, Là, j'ai un peu plus de sous parce que mon papa m'aide financièrement un peu plus que d'habitude. Du coup, je peux manger un peu mieux. Et ça, c'est important, bien manger pour moi. Ça me fait du bien. C'est con, mais pouvoir me payer un verre de jus d'orange tous les matins, ben, le jus de fruits, c'est cher. Ben, pouvoir me payer un verre de jus de fruits tous les matins, ça me fait vraiment du bien. Sinon, les jeux vidéo, de manière générale, les jeux vidéo, la lecture. J'adore prendre des bains, mais malheureusement, j'ai déménagé, j'ai plus de baignoire. Sinon, c'était une façon. Et il y a aussi un truc qui me fait énormément de bien, c'est lire des mangas lesbiens. Alors ça, j'ai lu quasiment tous les mangas lesbiens qui existent. Heureusement, il en sort plein tous les ans, donc voilà. Mais ça, je Est-ce que tu as peux. des recommandations?
En jeu Oh, vidéo ou en oh bande là là, dessinée? j'ai plein de recommandations. En jeu vidéo, sur PS4, Horizon Zero Dawn, qui est une histoire géniale avec une histoire vraiment originale et géniale avec une héroïne super forte. Et deux héroïnes, en fait, même sur fond de réflexion scientifique, post-apo. Enfin, c'est vraiment cool. Euh, En manga, il y a un manga pas très connu, un manhwa coréen qui s'appelle Her Shimcheong, qui est l'histoire d'une mendiante et d'une femme de noble. Et c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, qui est très touchant, très doux. Et des mangas sur les personnes trans. J'en lisais beaucoup à une époque, mais il y en a beaucoup moins. Moi, j'aime beaucoup The Wandering Son. Euh, je crois que c'est Ono Musuko. Il y a plusieurs personnages trans, un personnage de meuf trans plus âgé et une personnage d'adolescente trans qui sont vraiment cool, quoi. Voilà, Merci. pour mes recommandations. On va aller chercher ça. Est-ce que tu t'habilles quand t'es confiné? Alors moi, c'est un truc que je fais tout le temps m'habiller. Le week-end, confiné, parce qu'en fait, je me sens réveillé que quand je suis habillé. Si je m'habille pas, alors par contre, j'ai pas de pyjama, c'est-à-dire que quand je dors en t-shirt avec le t-shirt que j'ai porté dans la journée. Mais, euh, mais je me sens réveillé et j'ai l'impression d'avoir commencé ma journée que si je mets mon pantalon, mes chaussettes et mon sweat, quoi. Est-ce que tu te décris heureuse, fière, fatiguée, sereine, autre chose? Ah, je sors d'une période de dépression vraiment dure là, donc mais j'en sors, donc ça c'est la bonne nouvelle. Je suis passé quand même très près enfin, à tous les niveaux, très près de ne pas revenir, quoi. Et, euh, et même quand on sait qu'il va y avoir des moments meilleurs, se dire qu'il va y avoir des moments meilleurs suffisamment nombreux pour que ça vaille la peine de continuer, des fois c'est difficile. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que je me rends compte que les traitements médicaux pour la dépression, ça marche. Il faut juste trouver le bon, ça peut être très long, mais ça marche. Donc de ce côté-là, il faut pas perdre espoir, quoi. Et du coup, là, à l'heure actuelle, je me décrirais fatigué. Fatigué parce que plein de boulot avec les études, avec le projet d'études, là, beaucoup de boulot, donc ouais, fatigué. Et en même temps assez heureuse parce que j'ai rencontré quelqu'un récemment, donc c'est plutôt cool. Ça se passe pas mal. Donc voilà. Très bien. Qu'est-ce que c'est ton but dans la vie? Ah bah, mon but dans la vie, c'est de finir mes études de médecine pour devenir gynéco, comme prévu, et pour accomplir cet objectif-là. Et puis après, j'ai d'autres buts dans la vie, hein. J'aimerais bien avoir des enfants, comme je disais. J'aimerais bien avoir une copine super mignonne et adorable, qui irait avec les enfants. J'aimerais bien des loutres. Voilà, il y a des gens qui veulent des chatons. Moi, j'aimerais bien des chatons aussi, mais j'adore les loutres. Voilà. Ça, c'est une réponse inattendue, j'adore. Euh, Est-ce que tu t'imagines vieille? Et comment? Ah oui, je sais pas si je vivrai jusque-là parce que il peut se passer beaucoup de choses dans la vie. Mais moi, je m'imagine très bien vieille, hein. Je ferai une mamie très efficace. Efficace, J'ai déjà tout ce qu'il faut de la mamie. par exemple. Ah bah, je sais pas, j'ai une vision de la vie. Je suis j'ai mes petites habitudes. J'ai mon petit cerveau carré. Bon, je sais pas comment expliquer, mais euh, je vois très bien le style de mamie que je vais être, quoi. D'accord. Euh, Est-ce que tu as des conseils à donner? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé voir ou savoir avant? Avant la transition, par exemple, mais ou plus tôt dans ta vie? Moi, les trucs qui ont été les plus difficiles pour moi, ça a été d'une part l'acceptation de la queeritude, c'est-à-dire accepter qu'on est tous des spectres masculin, féminin et mâle, femelle. Donc pour moi,
un conseil que j'ai, c'est d'être vraiment ouvert. Être vraiment ouvert au fait que, ouais, qu'on peut être ce qu'on veut, quoi. Parce que moi, c'est pas toujours clair. Et puis, non, moi, le principal truc que j'ai envie de dire, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est les médicaments contre la dépression, ça marche, quoi. Donc, il faut pas hésiter. C'est pas la fin du monde. On grossit des fois. Bon, bah voilà, moi j'ai pris 20 kilos, mais bon, ça va mieux. Donc, il y a de l'espoir à ce niveau-là, quoi. Faut pas perdre l'espoir. C'est ça, c'est le plus difficile dans la dépression. Mais vu où je suis allé et vu que j'en reviens là, je pense qu'on peut vraiment aller très profond et revenir, quoi. Parce que je suis allé vraiment profond. Très profond. C'est chouette de t'entendre en parler avec ce si grand sourire. Est-ce qu'on te trouve en ligne? Comment est-ce qu'on te suit? Est-ce que tu as des choses à mettre en avant? On peut, bah, je sais pas trop. J'ai un compte Instagram, mais qui est pas très intéressant. Où des fois je mets de la poésie parce que j'écris beaucoup de poésie depuis toute petite. Sinon, j'ai un profil Facebook. De manière générale, j'accepte toujours les personnes trans qui m'ajoutent en ami Facebook. Euh, Par défaut. Les autres, non. Mais Il y a la même politique. si vous n'avez pas un petit drapeau LGBT quelque part ou si on n'a pas d'amis en commun, peut-être que je vous accepterai pas. Mais sinon, généralement, j'accepte tout le monde. Mais oui, j'ai vu qu'il y avait ton livre de poésie qui était dans les choses qu'on pouvait obtenir dans la levée de fonds. Tout à fait. Mais vous pouvez aussi l'obtenir sans la levée de fonds, hein. Il suffit de m'envoyer un message et vous l'avez, quoi. Ok. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as d'autres jeux vidéo qui sont prévus? Alors, sur le développement, j'aimerais finir Winter Voices, mais il faut que je trouve le temps de faire ça. C'est un épisode, donc c'est un jeu rapidement parce que je pense que personne ne voit ce que c'est. C'est un jeu que j'ai développé quand je bossais dans le jeu vidéo sur une jeune femme qui perd son père dans un village nordique de la fin des années du 19e. Enfin, de la fin du 17e plutôt, du 18e, je veux dire. Elle perd son père et en fait, ça déclenche beaucoup de choses, des traumas, ça déclenche beaucoup de choses au sein de son village, socialement et au sein d'elle-même. Et du coup, elle va être obligée de partir. Et donc, c'est le récit de son voyage à la fois intérieur et extérieur pour essayer de trouver des réponses, quoi. Et c'est un jeu qui est assez sombre, qui traite de questions comme les agressions sexuelles. Enfin, c'est un jeu qui est assez dur, que j'aimerais beaucoup terminer parce que j'ai promis aux joueurs qu'ils auraient la fin, la vraie fin, parce qu'il n'y a jamais eu de fin à l'histoire. Donc j'ai promis que je ferais la fin, mais pour ça, il faut que je me prenne, à un moment donné, il faut que je me trouve un mois à temps plein et que je fasse ça, quoi. Mais ouais, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Et après, moi, je suis toujours OP pour participer à des projets. Donc, Ok. Et ben, merci beaucoup. bah, merci. Merci Clara pour ton témoignage et pour ton incroyable dévouement à la santé de nos sœurs trans. Toutes les formes de militantisme sont complémentaires. Je suis admirative de celle que tu as choisie et je te souhaite un chemin sans embûches jusqu'à ta destination. Vous avez compris l'urgence de cet épisode. Si vous êtes une femme trans et que vous avez un vagin, vous pouvez participer à cette étude pour aider les générations à venir. Et si vous êtes une personne cis, alliée, puisque vous êtes ici, vous pouvez contribuer au financement de cette étude et aider les générations à venir. À vous de jouer. Vous êtes digne d'attention. Si vous pensez être seul au monde, que tout le monde s'en fout, ou personne ne comprend, il y a une communauté prête à vous soutenir et qui n'attend que vous. N'ayez pas peur d'appeler à l'aide. Que ce soit ici ou ailleurs, continuez à écouter nos voix trans.